Bonsoir à tous et bienvenue dans le programme du soir de ce vendredi 15 mai 2018. Dans le décryptage, pour débuter, nous allons en Guinée équatoriale où le président Teodoro Obiang Bazogo invite la classe politique à un dialogue et l'opposition pose ses conditions pour la participation à ce dialogue. Nous en parlons avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Alors les deux principaux partis d'opposition en Guinée équatoriale ont posé des conditions à leur participation au dialogue politique convoqué lundi par le pouvoir en place, la libération des prisonniers politiques, la participation de la société civile et la présence de la communauté internationale sont les trois principales conditions qu'ont réclamé les partis citoyens pour l'innovation et la convergence pour la démocratie sociale afin de participer au dialogue prévu mi-juillet, c'est-à-dire du 16 au 21. Mamadou Diouf, d'abord, que Teodoro Obiang Bazogo invite à ce dialogue, c'est le 6e du genre. Pourquoi? En fait, je me dis il a lui-même constaté que dans les rapports certainement des organismes internationaux, il est désigné du doigt parce que s'opposer en Guinée équatoriale, c'est vraiment la croix et la bannière. Oui. On a parlé ici une fois au niveau du décryptage de ce parti qui avait été dissous, oui, purement et simplement, sans qu'on nous donne des raisons qui sont des raisons convaincantes. Une bonne partie également de l'opposition se trouve en exil. Et dans son discours lui-même, il dit qu'il veut que ceux qui sont en exil reviennent. Ce qui est un peu paradoxal. Il dit que bon, il y a la paix actuellement, mais il veut que les gens viennent parce qu'il y a d'autres qui pourraient créer des problèmes en relation avec des étrangers, faisant allusion au dernier coup d'État dont on parlait en disant que c'est en lien avec des étrangers, des puissances étrangères plus précisément. Je crois qu'il y a tous ces éléments qui font qu'il a besoin de redorer l'image de son pays. Il a besoin également de redorer sa propre image, parce que quand les opposants sont en exil, une des choses qu'ils font, c'est tout un travail de sape pour décrire ce qui se passe dans leur pays et expliquer pourquoi ils sont en exil. Et au plan diplomatique, ça fait beaucoup de mal à nos pays. Alors, c'est quand même le 6e dialogue du genre. Ça veut dire qu'il y en a eu 5 qui ont échoué? Qui ont échoué, il faut dire qu'ils ont échoué parce que soit les opposants ont boycotté, soit ce qui est sorti n'a pas été respecté. Oui. De sorte que quand on a posé le problème aux opposants, ils disent directement, ils doutent de la sincérité et de la crédibilité du dialogue. Et un des arguments qu'ils donnent, c'est celui-là. Bien des choses avaient été dites auparavant et ces choses n'ont pas été respectées par la suite, alors que c'est le président qui a à chaque fois pris l'initiative d'organiser ces dialogues. À chaque fois que les gens se sont présentés, ça n'a pas marché. Le dernier dialogue, par exemple, un des partis de l'opposition, la CPDS, avait tout simplement boycotté le dialogue de 2014 en disant que, quel que soit ce qui va sortir, puisqu'on ne respecte pas les résolutions, ça ne sert à rien. Alors, le principal parti d'opposition, c'est-à-dire Citoyens pour l'innovation, le parti a été dissous, mais les leaders du parti espèrent recevoir une invitation qui ne leur a pas été adressée. Mais c'est eux qui doivent recevoir une invitation, puisque si l'on s'en tient aux dernières élections, c'est le seul parti qui a été capable d'obtenir un député au niveau de l'Assemblée. Donc c'était le seul député de l'opposition. Par la suite, le parti a été dissous, le député a été arrêté, certains leaders du parti même ont été obligés de quitter le pays, une vingtaine de leurs militants également ont été arrêtés et condamnés à 30 ans de prison. Et ils le disent effectivement, si on veut de la réconciliation, ils le disent clairement, c'est avec eux qu'il faut discuter d'abord. Parce que ce sont leurs cadres qui sont au niveau des prisons, c'est leur parti qu'on a privé de son droit d'expression et ils réclament depuis toujours de pouvoir faire exister leur parti et que leurs militants soient libérés. Et c'est pourquoi, effectivement, si le dialogue qui va avoir lieu cherche à ramener la sérénité dans le pays, ils sont à la limite les premiers qu'on devait inviter et ils ont raison de s'étonner de ne pas avoir reçu d'invitation jusqu'à présent. Mais parmi les objectifs de ce dialogue, il y a aussi la légalisation de certains partis d'opposition. Ça veut dire que, clairement, pour les autorités, la CI ne fait plus partie des partis de Guinée équatoriale. Oui, mais c'est tout le problème. Il y a un parti qui est là, qui a été dissous, qui est en train de suivre les procédures judiciaires pour contester la dissolution du parti.
parce ils ont introduit un dossier en justice parce qu'ils ne sont pas du tout d'accord. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est qu'à chaque dialogue, on autorise un certain nombre de partis. Avec le dialogue de 2014, 5 partis avaient été autorisés. Mais c'est quel parti? Souvent, c'est des partis qui, après s'être créés, vont s'allier à la mouvance présidentielle. Même pour le dialogue présent, il y a plein de partis qui ont été invités, qui sont des partis qui sont proches de la mouvance présidentielle. Bon, si le président se retrouve plus avec les partis qui le soutiennent qu'avec les partis qui s'opposent à lui, est-ce qu'il y a dialogue? C'est un monologue, parce que tous ceux qui sont là appartiennent exactement au même camp. Pour qu'il y ait dialogue, au minimum, il faut qu'il y ait 2 camps. Donc dans la convocation, il ne s'agit pas simplement d'ouvrir l'espace démocratique à d'autres partis. Si les partis vont se retrouver après du côté du président de la République, on n'a pas ouvert l'espace démocratique. Alors, on n'a pas ouvert l'espace démocratique, mais il est demandé quand même aux Équato-Guinéens dispersés dans la diaspora pour des raisons politiques de revenir. Et on sait que plusieurs Équato-Guinéens ont créé des partis politiques dans la diaspora. Mais bien sûr, ils ont même créé une coalition qu'ils appellent CORED, qui regroupe les partis qui se sont retrouvés au niveau de la diaspora. Et eux, par exemple, à côté de... comment on appelle ça encore, Convergence pour citoyens pour l'innovation plutôt, qui réclament 30 prisonniers. Eux, ils disent qu'il y a 120 prisonniers politiques en Guinée équatoriale. Et parmi eux, il y en a qui n'osent pas remettre les pieds là-bas, parce qu'ils disent que s'ils mettent les pieds là-bas, leur vie même se retrouve en danger. Ça fait qu'effectivement, comment des gens vont vouloir conquérir le pouvoir, parce qu'un parti, c'est pour ça, c'est pour la conquête du pouvoir, et ne pas avoir la possibilité d'être dans le pays où on veut conquérir le pouvoir, d'être obligé d'évoluer à l'étranger. Ils se sont mis ensemble. Bon, espérons que le CORED va être invité, mais même s'ils le sont, ils vont certainement demander des garanties par rapport à leur sécurité, parce que certains parmi eux sont déjà poursuivis, d'autres sont menacés de mort. Justement, sur les conditions même que posent les partis d'opposition, il y a d'abord la libération des prisonniers politiques. Est-ce que ça doit se faire avant le dialogue ou ça doit faire partie des discussions du dialogue? En tout cas, s'ils tirent l'expérience de tout ce qui s'est passé comme dialogue dans les pays africains, c'est ça qui a amené cette notion de préalable. Oui. Parce que souvent, quand le dialogue n'aboutit pas, les prisonniers restent. Quand le dialogue dure, les prisonniers restent. De sorte que très souvent, quand une opposition se trouve en position de force, elle en fait des préalables. On libère d'abord les prisonniers politiques avant qu'il ne puisse y avoir de dialogue. Je me dis qu'ils vont tirer la leçon dans tout ce qui s'est passé comme dialogue dans nos pays, où très souvent, quand on n'a pas posé les choses sous forme de préalable, la libération n'est jamais garantie, ou bien certains vont être libérés et d'autres ne le seront pas. Alors, il y a aussi l'autre exigence, c'est la participation de la société civile. De ce côté, c'est déjà garanti. Bon, là, c'est garanti. Ils acceptent que la société civile soit là, ils acceptent que l'Église soit là. Mais bon, société civile, attendons de voir quelle société civile. Parce que malheureusement, quand on parle de société civile aujourd'hui, vous en avez qui sont non alignés, vous en avez également qui sont alignés, soit du côté du pouvoir, soit du côté de l'opposition. Il est bon qu'on sache de quelle société civile il s'agit. Mais pour cela, le président est déjà d'accord sur le principe pour que la société civile et l'Église soient présentes à ce dialogue. Et la communauté internationale, sa participation, c'est garanti? Elle n'est pas encore garantie parce que l'opposition demande la présence des médias internationaux, l'opposition demande la présence de l'ONU, l'opposition demande la présence de l'unité africaine, l'opposition demande la présence de diplomates d'un certain nombre de pays qui sont ceux qui, dans la coopération bilatérale, agissent le plus au niveau de la Guinée-Bissau. En fait, ici, on cherche des garanties, puisqu'il y en a eu déjà 5, les accords n'avaient pas été respectés. C'est une façon de faire signer le président devant des témoins et d'avoir des personnes vers qui il peut y avoir un recours au cas où le président ne va pas accepter de respecter ce qui va être issu du dialogue, parce que généralement, malheureusement, on fait un dialogue pour apaiser la situation. Quand le président se retrouve tranquille, il continue à gouverner et on oublie dans les tiroirs ce qui avait été signé dans les accords. Mais avec toutes ces exigences, Théodoro Obiang-Nguema ne va-t-il pas plutôt se refermer? Parce que c'est lui qui a voulu le dialogue. Il peut se refermer ou bien il peut faire ce que l'on voit plusieurs fois dans les pays africains. Quand l'opposition refuse de venir, la vraie opposition, si on peut l'appeler ainsi, la fausse opposition vient, on fait le dialogue, il y a
tout un tintamarre autour, on publie les résolutions, et puis lui, il considère que le dialogue a été fait, et puis il dira aux autres, libre à vous de venir ou de ne pas venir, alors que ça ne sert à rien en ce moment d'organiser un dialogue, puisque, comme je l'ai dit tantôt, un dialogue, c'est deux camps. Si c'est un seul camp qui est là avec ses alliés ne peuvent pas être considérés comme un autre camp. On va faire un monologue qui ne participera à rien à la résolution du problème qui est la raison du dialogue en tant que tel. Alors, l'idée du dialogue, en tout cas pour les autorités équato-guinéennes, c'est pour préserver la paix et le développement que le pays connaît actuellement. Est-ce que dans la réalité, la Guinée équatoriale connaît un nouveau développement? Un développement, non. La présence du pétrole a créé effectivement une sorte de boom économique au niveau de la Guinée-Bissau, à cause de la Guinée équatoriale plutôt, à cause de la ressource pétrolière. Mais quand on parle de développement, ce n'est pas parce qu'il y a du pétrole, ce n'est pas parce qu'il y a des flux financiers qu'on parle de développement. Pour qu'on parle de développement, il faut aller voir quelle est la situation des populations, comment est l'accès à la santé, comment est l'accès à l'école, etc. Et quand on le prend sous cette forme, c'est vrai qu'il y a de l'argent en Guinée équatoriale, de sorte que même beaucoup d'Africains essaient d'y aller, mais quand ils y arrivent, souvent, ils sont plus que déçus, parce que la situation du pays ne ressemble pas à cette manne financière qui est là, que les gens veulent capturer. Donc, pour le développement, il y a encore un chemin à faire, et la meilleure façon d'aller vers le développement, c'est d'avoir un consensus fort, aussi bien du côté du pouvoir que du côté de l'opposition, dans l'utilisation de ces ressources pétrolières qui, quand elles sont utilisées de façon idoine, peuvent effectivement mettre la Guinée équatoriale sur le chemin du développement. Sur un autre plan, ce dialogue est une manière pour Obiang Nguema d'éviter un phénomène qui arrive dans beaucoup de pays, c'est-à-dire des pouvoirs qui durent trop longtemps et le peuple finit souvent par se soulever? Oui, mais c'est que lui, il est déjà dans le trop longtemps. 40 ans, c'est déjà plus que beaucoup, si on peut le dire ainsi. En fait, il aurait bien fait d'organiser un dialogue pour plutôt préparer l'avenir de la Guinée équatoriale. Au lieu d'organiser un dialogue pour voir comment se maintenir lui-même au pouvoir, parce que c'est parfois un des problèmes au niveau des dialogues. Chacun vient avec un agenda secret qui n'est pas, bien sûr, révélé et qui fait que le dialogue, soit il piétine, soit il a du mal à aboutir parce que la personne ne dit pas réellement ce qu'elle veut. Il parle de développement. Aujourd'hui, après 40 ans, il doit considérer que lui, il fait partie du passé. Il devait faire un travail pour que, à partir de maintenant, à partir des prochaines élections, que la Guinée équatoriale puisse avoir un autre élan avec d'autres personnes qui vont pouvoir assurer le développement de ce pays. Mais quand on voit la façon dont le dialogue est déjà convoqué, quand on voit la façon dont il prend l'initiative tout seul, bien que l'opposition avait demandé plusieurs fois, il ne l'a pas fait avec l'opposition, il a pris tout seul l'initiative. Je ne crois pas que c'est ce dialogue qui va régler cette équation-là. Il va créer les conditions pour se maintenir au pouvoir ou bien à la limite créer les conditions pour une dévolution monarchique du pouvoir avec son fils qui est déjà vice-président. Donc c'est un dialogue qu'il faut prendre avec des pincettes? Oui, avec beaucoup de pincettes, parce que de façon générale, un dialogue aboutit quand on est vers ce qu'on avait vécu dans les années 90 avec les conférences nationales. Quand un pouvoir est acculé, ou quand on dit une chose, le pouvoir est obligé de répondre et de discuter. Généralement, c'est ces dialogues qui sortent quelque chose de constructif pour le pays. Quand ce n'est pas le cas, vous avez un dialogue où chacun tire dans le sens tout simplement de ses intérêts. À la fin du dialogue, le problème du pays, le problème des populations, souvent, n'est pas réglé. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Bonne fête de Ramadan. Merci et bonne fête à vous aussi. Merci beaucoup. Nous marquons la pause et puisque nous sommes vendredi, c'est le jour du sport. On reçoit l'invité du sport.